Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'AFC Corner, le podcast Asie de la rédaction de Lucarne Opposée. Avant de vous laisser voguer dans ce nouvel épisode, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux où nous sommes présents, à venir interagir avec nous sur ceux-ci. Je vous encourage également bien sûr à consulter notre site lucarne-opposé.fr pour y lire les dernières actualités de la planète Hello et pour prendre aussi le temps de vous cultiver entre 2-3 matchs. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos différentes chaînes, notamment notre chaîne YouTube, et aussi, c'est important, de venir laisser un pouce bleu à chacune de nos vidéos sur cette chaîne. Je vous rappelle enfin la sortie du 11e numéro de Lucarne Opposé Magazine, un numéro spécial de près de 140 pages de culture foot, avec, au menu cette fois-ci, dans ce trimestriel, je rappelle que c'est un trimestriel, au menu de ce numéro, notamment la présentation d'un 11 mondi, d'un 12, puisqu'il y a même un entraîneur, une sélection de joueurs et donc d'un coach au destin brisé. Un chouette programme pour passer l'été dans la joie et la bonne humeur. Tous les liens pour vous le procurer sont évidemment dans la description pour vous procurer donc le magazine au format digital ou au format papier. Place donc au 4e épisode de la saison 3 de l'AFC Corner. Et après avoir évoqué l'exode des joueurs coréens et japonais dans l'épisode précédent, on va faire un trajet inverse cette fois-ci. On va venir en Corée du Sud pour ce numéro en évoquant notamment quelques glorieux anciens qui reviennent et surtout qui résistent en K-League. Et qui dit K-League sur Lucarne Opposé, vous l'avez compris si vous êtes des habitués, dit forcément Baptiste Mourigal qui va m'accompagner pour cette émission. Salut Baptiste, comment vas-tu ? Salut Nico, ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va, tranquille, on s'amuse bien avec la Corée du Sud ces derniers temps, puisqu'on multiplie les lives sur la chaîne YouTube. Donc écoute, ça va, toujours un plaisir de revenir en Corée du Sud. Ah bah moi dès qu'on peut y aller, comme on ne peut pas y être physiquement avec cette pandémie, au moins on y est via les images et via la pensée, c'est super. Ouais, exactement, on va attendre, faut attendre qu'il réouvre, ça va pas tarder, allez, soyons optimistes. Donc écoute, on va se plonger dans cet épisode et on va donc évoquer ces fameux papis que l'on voit résister en K-League. Alors justement, avant d'expliquer ce phénomène, ses conséquences aussi sur le championnat et sur les équipes et aussi sur les jeunes, on va commencer par le plus simple. Est-ce que tu peux nous donner une définition de ce que l'on appelle les papis et évidemment nous donner quelques exemples de ces papis que l'on voit résister ? Alors après on risque de me taper dessus au niveau de l'âge, surtout toi, mais moi ce que j'appelle papis, on va dire que c'est les plus de 30, 31 ans, 32 ans. Qui sont on peut même aller jusqu'au-dessus de 35, mais voilà, au-dessus de 32 ans, qui sont toujours en K-League, soit qui reviennent en K-League pour certains, ou qui sont en fin de carrière en Europe, ceux qui sont toujours restés là et qui ont donc cet âge-là, et qui sont toujours aussi importants et titulaires dans les clubs, qui jouent beaucoup de matchs, à tort ou à raison, mais voilà, qui restent là pendant longtemps, qui ne prennent pas leur retraite. On peut citer Lee Dong-kook, je pense que c'est celui qui est le plus parlant, 41 ans, toujours aussi important à Jeonbuk. On peut citer, on va faire les plus connus, mais on peut donc le plus connu qui a joué en Europe, Park Chu-young, à Séoul, qui joue toujours autant depuis son retour en 2016. On a Suwon, on a Yeom Ki-hoon. À Pohang, on a Kim Kwang-sok. Voilà, donc ce genre de joueurs qui ont, là j'en ai cité, qui ont tous 35 ans ou plus et qui sont donc toujours des pierres angulaires de leur équipe. Ouais, là on est dans la phase haute des papis, je me sens pas concerné du tout, franchement, je vois pas de quoi tu parles. Je ne sais pas, je ne sais pas de quoi tu parles. Et justement, est-ce qu'on peut véritablement parler de phénomène ? Est-ce que c'est une vraie tendance ? Et aussi, est-ce qu'on peut véritablement parler de résistance ? Alors tu as donné quelques noms. Est-ce qu'ils résistent réellement ? Je veux dire, est-ce qu'ils sont encore essentiels tous et occupent une vraie place dans leur équipe, dans leur équipe respective ? Alors, pour ceux que j'ai cités, oui, parce que Lee Dong-kook, même s'il est plus titulaire, parce que forcément à 40 ans, 41 ans, on commence déjà à pas pouvoir enchaîner les matchs, mais on le voit souvent rentrer, faire la différence, débuter les matchs de temps en temps, voilà. Donc lui, il est toujours aussi important en termes de numéro 9 à Jeonbuk. Park Chu-young, c'est le capitaine de Séoul. Donc il a un rôle essentiel. Yeom Ki-hoon, pareil, à Suwon, c'est vraiment le joueur qui est presque inamovible dans le 11 de départ alors qu'il a 37 ans. J'ai même aussi oublié de citer Dejan Damjanovic, un étranger qui a lui aussi le poids des âges, je crois qu'il a 36 ans ou 37 ans,
également et qui, avec des goûts, est titulaire. Kim Kwon-sok, également titulaire dans la défense de Pohang. Après, on a d'autres joueurs un peu plus âgés qui perdent bien en influence. Là, en tête, j'ai Yang Sang-min à Suwon qui a 36 ans, commence à moins jouer cette saison, mais qui faisait quand même pas mal de matchs l'année dernière. On a eu aussi par le passé Kim Byung-ji, pardon, qui est le recordman de matchs en K-League avec plus de 700 matchs et qui a joué jusqu'à plus à 40 ans. On a eu aussi Lee Yong-dae en termes de gardien. Voilà, donc on a des joueurs qui jouent, qui sont très importants. On en a d'autres qui jouent un peu moins. Voilà, mais ils font vraiment de la résistance. Les carrières sont très longues parce qu'ils n'ont pas commencé à l'âge de 20 ans hein, quand ils ont commencé à l'époque. Donc voilà, ils font quand même de la résistance. On pourrait, je pense, très bien les remplacer. Sauf est-ce qu'on a envie de les remplacer? Ouais. Voilà. C'est ce que j'allais te demander parce que voilà, il y a aussi le fait. Tu me dis, ils jouent, ils sont là, ils sont cadres. Est-ce que du coup, il y a des raisons qui peuvent l'expliquer? Est-ce que c'est voilà, quels sont les éléments qui permettent d'expliquer ce phénomène? Est-ce que c'est lié au fait qu'il n'y a pas d'autre choix, ou est-ce que vraiment il y a d'autres sources d'explication au fait que c'est, on va les appeler les glorieux anciens, c'est peut-être un peu plus positif que ces papis. Est-ce que ces anciens-là, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui explique qu'ils continuent d'être aussi essentiels à leur équipe? La première chose, je pense que c'est aussi un modèle, enfin, c'est aussi une image de la société coréenne où la personne qui est un peu plus âgée garde son statut, on a du mal à la sortir, si elle veut continuer de jouer, elle va jouer, surtout si elle a un niveau qui est assez correct, on va pas se le cacher, même s'il y en a qui ne le sont pas très corrects en termes de niveau, comme on évoquera tout à l'heure, mais voilà, on l'avait échangé avec Mathias Coureur sur le sujet, où il nous disait que les jeunes étaient vus comme des esclaves des plus âgés. Donc, pour bouger cette hiérarchie, c'est compliqué et c'est pas uniquement au niveau dans le foot, c'est un peu partout dans la société coréenne. Donc, ces joueurs âgés qui ne sentent pas le besoin de s'arrêter continuent et ont un statut qu'ils ont acquis dans leur club, puisque en général, quand ils sont titulaires, c'est dans un club qu'ils connaissent depuis quelques temps. Il y en a qui changent de temps en temps d'équipe, mais qui ont moins on va dire, de statut dans cette équipe-là. Donc, c'est plus simple de les sortir. Je pense là à Yang Dong-yeon, à Songnam qui vient d'arriver, mais qui commence pas tous les matchs. Mais voilà, s'ils ont déjà eu un statut, c'est très difficile de les bouger. Ils sont inamovibles. Et les jeunes, même s'il y en a qui sont bons, voilà, ils vont forcément être confrontés à ces, entre guillemets, papis et ne pas pouvoir jouer uniquement sur le côté, pour la plupart, sur le côté égo et sur le côté hiérarchie. Je pense aussi à Ulsan, où Lee Chang-yong est revenu d'Europe. Il a plus de la trentaine, je ne sais plus exactement, je crois qu'il a 33 ou 34 ans. Il est titulaire avec Ulsan, alors qu'à côté, on a un jeune Lee Dong-jiang, qui, lui, pour le coup, est très intéressant, mais qui joue moins parce que sa place est prise par un ancien joueur qui revient en Corée et sur lequel on fonde beaucoup de marketing, puisque ça a été un joueur de la sélection, c'est un joueur qui a joué en Europe, donc on joue beaucoup autour de ça, le grand retour des anciens en Corée. Ouais, bah tu le dis, hein, il y a le côté, on va dire, c'est une tradition de la société. Et justement, tu évoquais les jeunes, tu rappelais hein, ce que nous avait expliqué Mathias dans un précédent podcast. Du coup, ça se gère comment au niveau des effectifs est-ce que leur présence à ces papis est forcément une bonne chose? Enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs cas de figure, mais voilà, comment ça se gère? Est-ce que ça peut ne pas compromettre un petit peu l'unité d'un effectif, ou à contrario c'est presque devenu, et c'est peut-être aussi ce qui peut expliquer le phénomène, un gage comment dirais-je, d'unification du groupe derrière un vrai leader, un ancien qui joue ce rôle-là? Alors, c'est comme c'est culturel, les Coréens sont habitués, c'est-à-dire que la parole du plus âgé, on l'écoute. Quand on est plus jeune, on l'écoute parce qu'il a plus de vécu, il a quelque chose à apprendre.
Sur le terrain, bah forcément, comme on n'y est pas, on va pas aller Ouais, dire ah, ouais. j'ai envie de jouer, mais il y a lui, machin. Donc, il n'y a pas vraiment de conflit. Et puis surtout, ces joueurs-là, en général, quand ils sont inamovibles, c'est qu'ils ont ce vécu qui fait qu'on les écoute. On ne peut pas déplacer une personne qui est considérée comme une légende dans le club et que quand il parle, on l'écoute. C'est-à-dire que quand Séoul, ça se passe mal, bah, c'est Park Chu-young qui va venir parler. Même si c'est pas lui le meilleur joueur sur le terrain, c'est lui qui va venir parler, c'est lui qu'on va écouter. Pareil à John Book, si Lee Dong-kook est pas content, on le voit et il le fait comprendre, mais on va rien lui dire parce que c'est lui la star, c'est lui qui tient l'équipe. Voilà, donc ils unifient quand même autour d'eux et quand ils parlent, on les écoute et sur ce point-là, ça peut être positif. Après, dans le jeu, on peut voir que certains, c'est pas vraiment ça. Je l'ai mentionné, Park Cho-young. Park Cho-young, Ouais, c'est compliqué. voilà, on sait que c'est compliqué, il a des problèmes de genoux, donc il court beaucoup moins. Mais son statut fait qu'il joue, c'est une légende, on voit un drapeau à son effigie dans le stade, alors que derrière, on a des jeunes qui pourraient jouer à sa place et qui pourraient faire beaucoup mieux. Et justement, tu évoques ces jeunes, on sait, les auditeurs hein, du podcast AFC Corner ou les suiveurs réguliers de la K-League, que ce soit sur le site ou dans nos lives, parce qu'on en parle assez fréquemment, le savent. La K-League a mis en place une règle, justement, pour forcer, entre guillemets, les entraîneurs à faire jouer les jeunes. Comment ça se passe pour eux? Parce que eux, en plus, ils ont parfois cette concurrence-là qui est le glorieux ancien, mais ils ont aussi parfois la concurrence avec des joueurs étrangers qui sont recrutés à leur poste. Donc comment ils gèrent cette situation, les jeunes? Pareil, hein, j'imagine que les cas sont multiples, mais de manière générale, comment ça se gère? Comment ça marche pour les jeunes dans ces cas-là? Bah, alors, ouais, comme tu l'as dit, on a des cas multiples. On a les jeunes qui sont très bons, dont on connaît le potentiel qui s'est bien montré. Donc, quand ils jouent, généralement, on leur fait jouer plusieurs matchs, ils jouent tous les matchs et ils en profitent à fond de cette règle. Puis on a ceux qui n'en profitent pas parce que soit ils sont moyens, pas jugés assez bons, et qui jouent 30 minutes, et ensuite on les sort, on fait rentrer un ancien ou un étranger. Ça, j'ai encore en mémoire cette saison à Songnam où on fait sortir le jeune et on fait rentrer Yang Dong-yeon, mais qui ne fait rien de plus, voire qui fait moins bien. Et donc là, on se dit, voilà, ça peut pas fonctionner. Même s'il est jeune et qu'il a 20 ans, laissons-lui sa chance plutôt que de faire entrer quelqu'un qui a 34 ans et qui n'apporte pas grand-chose. Donc, on a deux cas de figure et on a aussi ceux qui ont profité de cette règle. Et là, je reviens sur Lee Dong-kyung à Ulsan, qui l'année dernière jouait beaucoup parce que voilà, on sait que c'est un bon joueur et qui profitait de cette règle 22, sauf que cette année, il n'est plus dans cette règle. Et on a recruté Lee Chang-yong à sa place. Et ben aujourd'hui, lui, il se retrouve sur le banc. Ouais. Il a refusé de partir parce qu'il voulait continuer à progresser avec Ulsan. Sauf qu'aujourd'hui, il joue que des bouts de match parce qu'il n'est plus considéré comme un jeune. Et on a recruté un vieux à sa place qui, lui, joue. Alors qu'on aurait très bien pu se passer de Lee Chang-yong et continuer à jouer avec Lee Dong-kyung. Mais voilà, un Ouais, ancien qui vient d'Europe. Voilà. Ouais, Donc c'est assez compliqué et c'est pour ça que on voit souvent des prêts maintenant de jeunes en K-League 2 où on les envoie à l'échelon inférieur où là ils joueront un peu plus et pourquoi pas trouver un nouveau club, un nouveau point de chute ou même vraiment exploser et montrer qu'ils méritent d'être titulaires dans leur équipe à laquelle ils appartiennent. Mais du coup, si là tu le dis, une des possibilités pour eux, c'est d'aller jouer à l'étage inférieur. On sait que l'étage inférieur, c'est pas forcément non plus, tu vois, il y a un vrai gap hein, en termes de niveau. Ça peut pas provoquer aussi à terme des cas où ils vont ils vont rester en Corée jusqu'à ce qu'ils profitent de cette règle, c'est-à-dire à gratter un petit peu de temps de jeu, 1 heure par-ci par-là, 45 minutes par-ci par-là, et très vite partir, et donc du coup ne quasiment plus jouer en K-League. Partir à l'étranger, hein, je veux dire par là, hein, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est-à-dire qu'on commence à voir les Coréens qui s'exportent hein, de plus en plus, on en parlait dans le podcast précédent, ça peut pas être l'effet pervers de cette règle justement et de cet effet sur les anciens qui s'installent et qu'on n'arrive pas à déboulonner. Si, tout à fait, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de jeunes ne pas arriver en club pro, dans l'équipe pro et partir avant. C'est-à-dire qu'ils savent de toute façon qu'il n'y en aura que deux, sauf s'ils sont extraordinaires, qui joueront. Donc ils se disent, voilà, perdu pour perdu, autant que je parte, surtout qu'en Europe, en général, on en prend quelques-uns.
Donc on en retrouve au Portugal, en Allemagne, énormément en Allemagne, on en a aussi au Dynamo Zagreb, on en a un petit peu dans l'Europe de l'Est, on en a qui partent au Moyen-Orient. Là j'ai en tête Lidjei qui jouait à Gangwon, qui jouait à peine et qui était pourtant un jeune prometteur. Il est parti au Moyen-Orient, donc j'ai oublié le nom de son club, entraîné par Xavi, j'ai oublié le nom. Al-Sadd. Voilà, il est parti là-bas et il joue. Non, c'est pas là-bas. Il est à Al Rayyan, pardon. Ouais. Il est parti et il joue. Voilà. Donc il est même devenu titulaire dans cette équipe, alors qu'en Corée il jouait pas parce qu'il était jeune. Donc oui, c'est un côté pervers de se dire on va faire jouer les jeunes, c'est bien pour eux, sauf qu'une fois qu'ils ne sont plus dans cette règle, ils se retrouvent sur le banc, ou alors ils ont vraiment explosé et ils restent et on leur fait confiance. Ou alors, ils vont partir. Et là, ce qu'a fait Lee Dong-yang de ne pas partir, c'était quand même un signe fort pour Ulsan et ça lui coûte cher parce que là, aujourd'hui, il ne joue plus. Et je ne suis pas sûr que même si c'était la MLS et les Vancouver Whitecaps qui le voulaient, aujourd'hui, ils en veulent parce que le mec ne joue pratiquement plus. Du coup, il perd sa visibilité qu'il avait acquise la saison précédente, quoi. C'est ça. Donc, il y a une ambiguïté d'avoir mis cette règle. D'un côté, ça peut être bien. On a vu des jeunes exploser. Kwon Chang-hoon, parfait. Wang Guizhou, parfait. Lee Jae-sung, parfait. Mais derrière, on a des jeunes qui n'explosent pas, qui vont jouer des petits bouts de match et ensuite, une fois qu'ils en ont, ou même qui explosent Lee Dong-yang, et ensuite qui sont barrés parce que on ne leur fait plus confiance une fois qu'ils sont sortis de cette règle-là. Mais Wang Guizhou est parti tôt lui aussi. Oui, il est parti, mais je crois qu'il rentrait déjà plus dans la règle. Il était déjà un peu plus vieux et puis ensuite lui il est parti parce qu'il a un peu trop explosé et puis au niveau de la tête ça n'a pas suivi, mais c'est typiquement ça. Après on en a qui fonctionnent et qui jouent tout le temps, mais une fois là aujourd'hui on est bien content de les voir, mais est-ce que demain quand ils auront 22 ans ils continueront de jouer, c'est une autre question. Et justement on évoque les risques et donc on va se projeter un petit peu. Justement par rapport à ce phénomène de retour et les effets. On sait par exemple que certains s'amusent à faire la promo de la K-League en parlant des futurs Son. On va juste rappeler que Son n'a jamais joué en K-League, justement, lui il est parti avant les clubs pro. Et justement, est-ce qu'un joueur comme Son, on peut tout à fait l'imaginer venir jouer ce rôle de papy légende dans quelques années ? Alors, j'ai beaucoup de mal à le voir venir jouer en K-League parce il y a une règle qui est très particulière en K-League, c'est-à-dire que quand vous arrivez de l'étranger et que vous n'avez jamais joué en K-League, vous ne pouvez pas prétendre à un gros salaire quand vous êtes coréen, ce qui fait qu'en général, vous avez une petite rémunération. Est-ce que Son Heung-min est capable de se dire « Allez, je rentre au pays, je vais jouer et je vais toucher un peu moins », je ne sais pas. Surtout que lui, il n'a aucun club avec lequel il a une attache, comme on peut avoir avec Ki Sung-young qui est revenu à Séoul, là où il s'est révélé. Lee Chung-young aurait pu revenir à Séoul, mais ça ne s'est pas fait. Il est finalement parti à Ulsan, mais il avait déjà joué en K-League. En ce moment, on parle beaucoup de faire revenir Koo Ja-chol, qui est actuellement au Moyen-Orient. Lui, on sait qu'il est passé par Jeju. Voir Son Heung-min revenir, ça me paraît très bizarre. Je pense qu'il y a... Après, oui, je pense qu'on aurait envie de le revoir venir, mais il n'a jamais joué ici. Je pense qu'il a très peu d'attache avec le football sud-coréen de club, entre guillemets. Sans être méchant, hein, c'est pas dire il s'en fiche, mais en termes de j'ai envie de reporter le maillot de l'équipe qui m'a révélé, non, il y en a très peu. Voilà, Kwon Chang-hoon, on en a reparlé du côté de Suwon, il y a eu une rumeur. Je suis convaincu que Kwon Chang-hoon, quand il aura fini sa carrière en Europe, il va revenir. Parce que lui, à Suwon, il a grandi avec cette équipe. Lee Jae-sung, ça ne m'étonnerait pas qu'une fois qu'il a fini sa carrière en Europe, revienne jouer à Jeonbuk, parce qu'on voit très peu de joueurs coréens à l'étranger qui arrêtent à l'étranger sans revenir. Chaduri avait fait la même chose, il était revenu en Corée. Donc, Son Heung-min, ça me paraît très bizarre. Voilà. Même Lee Seung-woo, qui est aujourd'hui en train de se perdre en Belgique, a refusé de venir jouer en Corée. Parce que lui non plus n'a jamais connu le championnat coréen, il n'a aucune attache. Pour eux, c'est juste un club comme un autre. Après, est-ce qu'ils ont peut-être un club qui supporte ? Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit plus fort que de la volonté de finir en Europe. Ouais, et pourtant, on sait très bien, on connaît, et tu connais le statut de Son en Corée du Sud, et c'est clair que pour le coup ça serait pas qu'un simple rôle de papy légende, parce que là pour le coup ça serait quand même aussi très très positif pour la K-League, évidemment en fonction de l'âge à laquelle il reviendrait, s'il pouvait revenir, mais bon, voilà, tu l'as expliqué, ça va être compliqué d'envisager ça. Maintenant qu'on l'a dit, ça veut dire qu'il va revenir, on est d'accord.
Bah, moi, ça me dérangerait pas, mais bon, Bah, après, il est encore jeune, hein, il a que 28 ans. oui, Hein, oui, donc, encore. Ah oui, oui, non, mais là, on se projetait très ça loin, et serait. d'ici là, on ne sait pas si le phénomène perdurera, parce que comme on le disait à l'instant, hein, l'effet sur les jeunes, quand même, à terme, n'est pas forcément très positif, quoi. Et surtout que la K-League a lancé un vaste projet de rajeunir le football sud-coréen et de Ouais, faire en sorte que les jeunes aient une meilleure formation et n'arrivent plus à. Parce qu'il faut savoir aussi qu'ils arrivent très tard, hein, ils arrivent que vers 20 ans. Dans les clubs, sauf s'ils sont exceptionnels, ils arrivent vers 18 ans, comme actuellement Cho Young-wook qui est arrivé très tôt. Mais sinon, voilà, d'arriver jusqu'à l'effectif professionnel, ça prend du temps. On arrive un peu plus tard qu'en Europe. Et la K-League a lancé tout un programme depuis quelques années pour que les clubs aient des centres de formation, que les centres de formation soient performants, qu'on ait des meilleurs jeunes, qu'ils arrivent ensuite bien meilleurs dans les clubs professionnels. Et voilà, peut-être que progressivement, les papiers arrêteront de jouer jusqu'à 36, 37, 38 ans, voire même 40 pour Lee Dong-kook, et qu'ils arrêtent plus tôt. Parce que je pense que même sur le terrain, même s'ils peuvent apporter quelque chose, je pense qu'ils ont plus à apporter en dehors, en restant dans le ouais. club, en apportant que sur le terrain où par moment on voit que c'est compliqué. Lee Dong-kook, on l'adore, mais dans Ouais, le là, jeu, c'est de plus en plus dur, là, ouais. Très c'est de plus clairement. en plus dur. Il court beaucoup moins, il a du mal à enchaîner les courses à haute intensité, et c'est pareil pour tous ceux qui sont un peu plus vieux. Donc dès que ça devient compliqué, même s'ils sont là, voilà, il faut à un moment dire stop. On ne verrait jamais un joueur autre que gardien de but en Europe à jouer à 40 ans. Alors il y a la jurisprudence Hilton À à Montpellier, Montpellier. ouais, mais voilà, Voilà, mais justement, tu l'as dit, c'est une exception. On a une autre exception à très très haut niveau avec Ronaldo qui, lui, on voit bien aller jusqu'à 40 ans sans problème, mais on est sur des exceptions. Donc, voilà, c'est des oui, exceptions. Alors qu'en Corée, ça c'est commence à de. devenir un peu l'arrêt quand on Ouais, regarde c'est les ça. effectifs. On en a beaucoup qui ont 33, 34 ans et qui jouent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors que les jeunes qui sont dans les effectifs, ils ont un match, deux matchs, trois matchs, quatre matchs, et ils sont 5, 6 à avoir deux, trois, quatre matchs, parce qu'ils profitent de cette règle qui est très bien, mais qui peut aussi être par l'absurde où on Ouais, les sort au bout de 30 minutes. ouais, ouais, ouais. Bah écoute, on verra si on arrivera à aller chercher en Corée du Sud, si on arrivera à aller chercher le record du King Kazu. On verra. Bah, je pense que Lee Dong-kook Il aimerait en prend le bien, chemin. mais Ouais, bah, c'est dur là. ça risque d'être compliqué parce que voilà, lui, je pense qu'il a dans sa mentalité, c'est pas la mentalité de je vais jouer Ouais, au plus bas en K-League 2 parce que King Kazu joue, bon, maintenant il est passé en J-League 1, mais il a longtemps, il ces jouait quand derniers même en temps, deuxième évolué, ouais. division. Et puis il jouait 5 minutes, 2 C'est ça. minutes, il jouait pas énormément, mais Lee Dong-kook est pas dans cette mentalité. Et depuis qu'il est jeune, on sait que c'est une grande star et qu'il, lui, il a envie d'être sur le devant de la scène et je pense que ça lui plairait pas Ouais, ouais, clairement. de jouer dans les seconds couteaux dans une équipe que personne ne regarde en seconde division. Donc Ouais, je c'est pense clair. qu'il ira pas jusque-là. Eh ben écoute, on verra bien. On va faire un petit peu de teasing, hein. On parle des jeunes, de la formation et tout et tout. Restez dans les parages aux alentours des prochains numéros du magazine et il se pourrait qu'on en parle un petit peu, hein, du côté de la Corée du Sud. De la Corée du Sud. J'en dis pas plus, hein. Tu vois, je fais un bon teasing. Voilà, Je n'en dirai pas plus non plus. voilà, formation bac plus 12 en marketing vente. Euh, et- Écoute, on va en rester là pour cette émission, pour ce podcast spécial Corée du Sud et donc sur cette problématique, façon de parler, des anciens qui s'installent et qui continuent de rester en place en Corée du Sud. Merci à toi Baptiste pour avoir participé à cette émission, pour avoir été avec moi, m'avoir accompagné. Ah, merci à toi l'invitation, on va dire. Et puis on va se donner rendez-vous sur d'autres émissions. On va vous inviter une fois encore à nous suivre, à venir interagir avec nous sur les différents réseaux sociaux, sur notre Discord, etc. à nous retrouver partout où nous sommes. Et on va donc voguer vers d'autres émissions à l'avenir. Restez bien sur nos chaînes, plusieurs podcasts arrivent, d'autres reportages, des émissions, etc. Je vais vous souhaiter une bonne suite de journée au moment où vous nous écoutez ou de soirée en fonction de l'endroit où vous êtes et du moment où vous nous écoutez. A bientôt tout le monde.